Le Ah petit bon. déjeuner va se passer et va arriver l'heure de cours, de votre premier cours du coup de mécanique des sphères, que vous voyez qui est de 8h à 10h. Et la vengeance c'est un cocktail qui se boit froid. Horrible. Vous vous mettez donc tous en route après s'être changé et s'être occupé des divers problèmes qu'il y a. Et vous allez tout simplement aller vers la salle qui est indiquée encore une fois sur votre emploi du temps. Donc la salle est indiquée, c'est le 2e étage, couloir sud, salle bleue, 4e arche. Vous allez petit à petit vous préparer, finir de manger votre petit déjeuner. Et vous allez vous mettre en route éventuellement vers la cour de mécanique des sphères. Je suppose que comme à votre habitude, vous y allez un petit peu en avance, histoire de ne pas être en retard au premier cours avec un nouveau professeur. Vous vous mettez donc en route, vous traversez quelques couloirs et vous finissez par arriver à la salle bleue et à la 4e arche de la salle bleue que vous allez traverser pour arriver tout simplement dans la salle de cours. La salle de cours va se présenter de la manière suivante. Oh, Vous allez donc une vous asseoir allumette et ça prend feu. à divers bureaux, pas mal de gens étant présents, pareil, tout le monde arrive un petit peu en avance. Et il va venir ouvrir la porte, donc le professeur Al-Razak, dont vous avez entendu parler. La porte va s'ouvrir, le professeur Al-Razak rentrant dans la pièce. Vous remarquez, le premier truc que vous remarquez sur le professeur Al-Razak, qui est assez notable pour Bernard Panther, c'est que le mec se déplace avec une canne et est en train de boiter. C'est un ancien du coup, par contre. Il a l'air assez jeune pour le coup. Tu dirais qu'il a dans la trentaine à tout péter. C'est Victor. Après, c'est pas obligé. Dans les arpenteurs, c'est pas obligé qu'il y ait des gens en corps à corps. Toujours des mecs en Alors, il y a même retraite, des tu vois. arpenteurs qui ne vont pas dans les donjons techniquement. Bah voilà, donc. Genre les chercheurs ont tendance à pas aller dans les donjons. Donc le professeur Al-Razak va venir se mettre derrière son bureau, se tourner vers vous. Petite précision avant de commencer. Dans mon cours, je tiens à former des vrais chasseurs. Il n'y a pas de place ici pour les tirs au flanc ou ceux qui se complaisent dans leurs bêtises. Si vous appartenez à une de ces catégories ou que vous souhaitez tout simplement perturber ce cours, je vous invite à prendre la porte dès maintenant. Elle est grande ouverte. Son regard va se tourner vers la pièce, balayer du regard un petit peu tous les gens présents. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut prendre la porte? On a bien lancé une Ouais. pique à Uriel, mais je trouve que c'est pas le moment, bizarrement. Moi aussi, il y a Sincèrement. beaucoup de vannes qui me seraient venues là, mais j'ai pas envie. Je vous en prie, épargnez-moi le fléau de votre présence et je vous garantis la moyenne pour le reste de l'année. Je repose la question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent sortir? Bah non. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis du coup? Ah, je vous demande la question à vous pour l'instant. Moi j'ai les yeux éblouis parce que je me dis putain ce mec il chasse des steaks géants. Let's go. Je veux apprendre. Bien, donc vous ne bougez pas, il y a un des potes de Valentin qui se lève, l'air un peu fier, tu vois, et qui commence à partir vers la porte. Tamir, enfin le professeur Al-Razak ne bouge pas. Et au moment où il s'apprête à franchir le seuil de la porte, vous voyez que le professeur était en train de travailler avec des papiers, qui était en train de bouger et réorganiser. Il fait je vois que vous avez choisi de rater votre carrière. Non. Je vous souhaite une bonne fin de vie. Ouh. Le mec va s'arrêter, va revenir dans la pièce et se réasseoir et calmer le sourire qu'il y avait sur le visage. Bien, nous pouvons donc commencer le cours. J'ai prévu des papiers qui sont dans les petits bacs à côté de vous afin que vous puissiez faire vos notes. Les fournitures scolaires vous seront expliquées à quoi l'utilité qu'elles ont dans chaque cours. Pour l'instant, contentez-vous des papiers qui vous seront mis à disposition. Je vous demanderai d'écouter attentivement et si vous avez des questions, posez-les en fin de cours. Tout d'abord, en mécanique des sphères, nous allons voir plusieurs matières très importantes et plusieurs disciplines. L'étude des sphères, comme vous pouvez vous en douter, qui va vous expliquer le fonctionnement et comment reconnaître les différents types d'endroits où vous mettrez les pieds, avant même de pouvoir y rentrer. Nous étudierons aussi la monstrologie afin que vous sachiez ce que vous affrontez. La médecine, afin de récupérer des enchères sur les diverses monstres, et bien entendu soigner vos camarades en cas de besoin. Nous étudierons ici le noble art de la conjuration, intrinsèquement lié à la science du donjon et celle des diverses sphères. Vous apprendrez avec moi à invoquer des créatures, à en prendre le contrôle et à s'en servir pour, eh bien tout simplement, survivre plus efficacement dans les donjons. Maintenant que ceci est fait, j'aimerais tout simplement, eh bien, défaire la désinformation et les croyances populaires.
Commençons par le premier terme qu'il est important de remettre à sa juste place. Le terme de donjon. C'est un terme erroné que vous utilisez actuellement. Ce terme est populaire et fait en vérité référence à un type très précis de sphère. Le nom, comme vous en doutez, qui est utilisé pour parler de ces dimensions parallèles est le nom de sphère. Le terme donjon étant un type spécifique de sphères qui sont les plus courants. Dans les premiers temps de notre histoire, c'est ceux qui sont apparus le plus et donc qui ont été le plus vus par le grand public, l'amalgame ayant été fait. Je vous prierai donc de faire la différence à partir de maintenant. Nous définissons les sphères par 5 facteurs. La taille, à savoir l'espace qu'ils contiennent à l'intérieur de la sphère. La nature, c'est ce qui est présent à l'intérieur de la sphère. L'accès, qui sont les moyens pour accéder à la dite sphère. La stabilité, qui sont les causes d'apparition et de disparition. Et les dangers, tout ce qui est risque de mort, blessure ou effet indésirable. Je vais me permettre de développer ces différents points. Tout d'abord, pour ce qui est de la taille. Ce que nous parlons, quand nous entendons taille, c'est tout simplement les limites d'une sphère. Ces dernières sont toujours finies. Une fois arrivé à la limite, on finit immanquablement par être amené au point opposé de la dite sphère. Comme vous voyez ça comme une boucle sans fin. L'espace est en quelque sorte replié sur lui-même. L'espace occupé peut être de deux sortes. Il peut être fermé, c'est-à-dire que l'endroit est bloqué par des murs. Ça peut être une pièce, des galeries, l'intérieur d'un bâtiment. Vous n'avez pas accès à la limite de la sphère. Ou il peut être également ouvert. C'est tout ce qui va être des îles flottantes, un océan, des plaines. Dans ce cas-là, vous avez accès à la limite. Au-delà de ça, nous parlons aussi de taille, l'étendue qu'ils occupent. Il y a 5 catégories qui ont été mises au point et qui ont été découvertes, dont une qui est pour l'instant théorisée. La première, ce sont les sphères de poche, qui sont minuscules et assez rares, qui font la taille d'un placard ou d'une pièce. Frieden, toi tu sais que ton truc auquel tu as accès, c'est en termes de taille, c'est poche. Ok. Ok. Ensuite, nous avons les demeures, qui sont un peu plus courants, et qui font une taille un peu similaire à une maison, je dirais. Derrière viennent les bastions, qui sont beaucoup plus étendus, et qui sont à profusion. Ce sont tout simplement la taille la plus courante à laquelle vous aurez affaire. Et là, on compte la taille d'un quartier. Autrefois, nous appelions les bastions des galeries, en raison du nombre d'apparitions d'espaces fermés ressemblant à des galeries. Le terme a été corrigé suite à diverses discussions entre les arpenteurs. Derrière ça viennent les domaines, qui sont vastes et très rares. Ils occupent la place je dirais, d'une ville de plusieurs kilomètres. Vous avez des possibilités d'entreapercevoir des horizons dans cette telle sphère. Vous avez dit que ça s'appelait comment, pardon? Des domaines. Essayez de Oui, suivre un peu, pardon. s'il vous plaît. Excusez-moi. Viennent ensuite les mondes. Ce sont ceux qui sont théorisés. Ils sont gigantesques et la taille est similaire à notre planète, voire à notre univers. Nous supposons que notre monde dans lequel nous nous trouvons est une sphère de cette taille. C'est le premier qui est théorisé. Le deuxième qui est théorisé est Kelantia, dont je vois certains représentants présents ici. Ils se tournent vers toi, Luriel. Tu viens d'une faillite paysanne, t'avais aucune idée du nom de ta planète. Bah oui, c'est ça. Mais il a dit question à la fin du cours. Voilà. Voilà ce qui clôt le chapitre sur les tailles. Nous verrons ça plus en détail sur d'autres cours. Je vais passer maintenant à la nature d'une sphère, qui est la composition intrinsèque, qui influe grandement sur ce qu'il est possible de trouver à l'intérieur de celle-ci. Tout d'abord, il y a les sphères naturelles, qui ressemblent beaucoup à notre monde sauvage, mais augmentées magiquement. Vous trouverez des humanoïdes monstrueux, une faune rappelant la nôtre, de la flore et des minéraux magiques très similaires à ce que nous pouvons trouver dans notre monde, mais bien entendu augmentés par la magie et donc bien plus dangereux. Ensuite, nous avons les sphères élémentaires, dont la nature est composée essentiellement de choses liées aux éléments. Des îles volantes, des brasiers éternels. Les créatures que vous trouverez, les minéraux, les plantes qui s'y trouvent, sont du même genre que la sphère. Dans un brasier, attendez-vous à trouver des monstres en feu, par exemple.
Ensuite viennent les vestiges, qui sont des ruines et des débris de civilisations inconnues, peuplés souvent de morts vivants. Il y a une absence de, choses à trouver en dehors de coffres au trésor, qui sont bien plus nombreux que dans les autres sphères. Viennent ensuite les sphères à la nature étrange, qui sont des lieux conceptuels ou qui échappent à la logique et aux lois physiques. Escalier sans fin, un jour sans fin, quelque chose qui s'appuie sur des souvenirs. Chaque lieu étrange est plus ou moins unique et difficile à prévoir. Ce sont les types de donjons auxquels vous n'avez pas envie d'avoir affaire. Excusez-moi, j'ai dit une connerie, un type de sphère auquel vous n'avez pas envie d'avoir affaire. Il n'a pas dit donjon. Le dernier type est tout simplement le type mix qui comporte plusieurs natures. Exemple des vestiges élémentaires. Des ruines dans un volcan par exemple seront des vestiges et de nature élémentaire également. Je vais me permettre une petite pause afin de savoir si vous avez des questions. Je perçois plusieurs regards interrogateurs sur ces premiers points. Je peux me permettre de répondre à quelques questions, si vous le voulez. Je me tourne vers les PJ. Ah oui. Oui. Vous connaissez le nom du monde d'où je viens? Bien entendu, vous êtes un Kélantien, nous pouvons reconnaître à votre nature élémentaire et votre capacité à manier la foudre. Il y a plusieurs Kélantiens qui sont présents ici, ils se tournent aussi vers Urzi. Votre camarade est également présent, vient de là-bas, et votre professeur Daniel Bellegarde est également l'un des premiers Kélantiens à qui nous avons affaire. Bah, je me tourne vers Rosie. Du coup, Global Et- Mind. D'autres questions peut-être? Je lève la main. Du coup, je demande Il donne la si parole. dans ce qu'on appelle plus traditionnellement du coup les donjons, est-ce qu'il y a aussi des êtres, des humains qui peuvent apparaître spontanément La question, plus que des êtres humains, nous parlons plutôt d'êtres sentients, en termes de... Si je veux être tout à fait technique. Pour ce qui est des êtres sentients, en effet, c'est possible. Il y a cependant beaucoup d'humanoïdes, en tout cas, qui sont des créatures rendifolles, qui peuvent vous ressembler, notamment à certains d'entre vous de par les traits. Par exemple, nous comportons beaucoup d'orques qui sont tout simplement rendus fous et dans un accès de rage permanent, et qu'il est impossible de raisonner avec, et qui ont, nous supposons en tout cas, perdu l'accès à la sentience. Ok. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre sur la suite. Nous parlons ensuite de l'accès au donjon. L'entrée des sphères n'est pas toujours évidente, comme vous pouvez vous en douter, ce qui mène parfois certaines d'entre elles à rester cachées pendant des années. Identifier les moyens d'entrée peut constituer une grande étape en soi. On compte plusieurs types d'accès. Tout d'abord les types errants. L'entrée qui se déplace d'endroit, de manière continue ou via téléportation. Cela peut différer suivant les cas. Il y a ensuite les accès cachés. Donc les passages de cette sphère qui se trouvent dans d'autres sphères. Vous voyez ça comme deux choses imbriquées l'une dans l'autre. Elles peuvent alors altérer la stabilité de l'autre parasité. Il y a ensuite les accès fixes, qui sont ceux que vous allez préférer étant donné qu'ils ne bougent pas d'endroit et qu'ils restent là où ils sont. Il y a ensuite les accès éclipsants, dont le passage s'ouvre à certains moments précis. Donc ça, par exemple, Luxod, tu sais que là où habite ta famille, c'est une entrée éclipsante. Ok. Il y a ensuite les entrées conditionnelles, qui nécessitent de remplir certaines conditions pour pouvoir provoquer l'ouverture. Cela peut aller de conditions farfelues, comme porter du bleu, à des conditions bien plus simples, comme envoyer une certaine dose de magie afin d'ouvrir et de forcer l'ouverture du portail. Et bien entendu, il existe également des accès mixtes qui comportent plusieurs types. Par exemple, un portail errant et éclipsant, qui ne s'ouvre qu'à certains moments et à des endroits différents. Voilà qui clôt pour les accès. Nous avons ensuite les questions de la stabilité. Il s'agit tout simplement de la capacité d'une sphère à maintenir son existence et sa présence. Cette sphère, en effet, avec le temps ou certaines conditions particulières, s'effondre sur elle-même et disparaissent, entraînant tout ce qui se trouve dedans, on ne sait où.
Personne n'étant jamais revenu pour nous expliquer ce qui se trouve de l'autre côté quand cela arrive. Je vous déconseille donc d'essayer de découvrir ce qu'il y a. Tout d'abord, nous avons les sphères fugaces qui disparaissent d'elles-mêmes, s'effondrant tout seuls au bout d'un certain moment. Nous avons ensuite les sphères maintenues, qui sont le type le plus courant, qui se maintiennent sur place tant qu'une créature, un objet fortement chargé de mana, ou toute autre condition, n'a pas été détruite ou remplie. Il possède ce qu'on appelle une zone puissante, que nous appelons une zone, et tout simplement le magie qui filtre par la porte du portail et qui vous a valu à vous comme à moi notre marque. Dans les types maintenus, on distingue les antres qui sont maintenus par des monstres puissants et les ancres qui sont maintenus par des objets. Les sphères stables, comme celles que vous pouvez voir ici en Avalon, qui restent en place d'elles-mêmes, ce sont des zones avec une magie beaucoup plus faible et beaucoup plus ténue, mais qui sont presque impossibles à faire s'effondrer. Le seul cas connu que nous ayons jusqu'à maintenant, d'effondrement de ce type de sphère, vient de la mine de Tintagel en Angleterre, qui a été surexploitée pour ses cristaux magiques, qui s'est ensuite effondrée sur elle-même, provoquant la mort de nombreux mineurs et de quelques arpenteurs. Pour ce qui est des dangers, la chose est assez simple. Nous avons classé, grâce au signe grec, en catégorie ou en classe de sphère. Les dangers vont tout simplement du lambda, qui est l'absence totale de danger, à iota, danger mineur surmontable pour des non-éveillés, bêta, pour des éveillés de rang F ou E, epsilon, rang médian, C ou D, alpha, éveillé de haut rang A ou B. Les dangers oméga sont ensuite constitués par une équipe de rang A ou S, afin de pouvoir être affrontés. Et ensuite, le dernier danger est le danger de type Apocalypse, qui nécessite l'alliance de plusieurs rangs S afin de pouvoir être surmonté. Je vous rassure, ces dangers-là sont extrêmement rares. Voilà qui clôt pour le cours d'aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois sur le fonctionnement des zones, les zones des sphères, ainsi que les mesures qui les permettent de savoir la taille d'une zone, l'accès, et ce qui permettent de déterminer ce qui se trouve à l'intérieur. Nous verrons également les anomalies qui viennent perturber le fonctionnement normal et les catégories que je vous ai présentées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou besoin que je répète quelque chose? Bien. S'il n'y a pas de questions et que tout est clair, je vous souhaite une bonne journée. Il tapote avec ses feuilles. Nous nous retrouverons d'ici une semaine pour la suite des cours. Bonne journée à vous. Et il s'en va avec sa canne en boitant un peu. Bon. J'ai pas réussi à tout noter. Alors, je pense que si on regroupe toutes nos notes, on a tout. Ouais, parce que tu vois, par exemple, là, les classements, genre. Merci, je suis pas le De seul. lambda à Apocalypse, genre, j'ai même pas eu le temps de noter ce que ça correspondait en termes de rang. Ah ouais, moi non plus, moi j'ai eu que lambda et ça peut être par des noms marqués. Pareil pour tout ce qui est J'ai eu sphère la et même les idée, trucs qui pour m'en moi c'est manquent. Victor. De toute façon, je pense que tout le monde a pensé à Victor, enfin une bonne partie. Alors, moi, mon inspiration, c'est Doctorus à la base. Ah oui. Bah, plus antipathique. J'avoue que quoi. moi, je vois bien Victor là, dans ce rôle-là. J'avoue. Oh, Victor, il a un minimum sympathique, quoi. Ouais. Ah. En effet, on est plus sur du Doctor House au niveau patibulaire. Bah, Il y a Chloé entre Silco et Victor, voilà. qui est pas loin, qui vient vers toi, Luriel, qui fait t'as eu le temps de noter? Non. J'ai Pas du tout. En fait, il a parlé des tailles, j'ai commencé à noter et puis après j'ai pas réussi à suivre. Ça allait Alors moi, trop vite pour moi. Taille, soit c'est une boucle infinie, soit il y a des murs. D'accord. Oula. Oui, tu vois, Chloé, elle a pas l'air convaincue. Ah, c'est Ça- toi, je mettrais pas ouais. tous mes œufs dans le même panier percé. Hein. J'irai voir d'autres personnes. Qui se penche vers toi, qui fait non, c'est pas exactement ça, Luriel, hein, pour le coup. T'as Donc, la autant le sorte de papier, pote. si tu veux recopier, j'ai eu le temps de tout noter. Ah, j'accepte, je prends, j'accepte. Oui. Donc,
Je vous file pas accès là directement au document parce qu'il y a beaucoup trop de trucs que vous devez pas voir sur le document. Je vous ferai un mini document Oui. du cours. Vous avez accès à quelqu'un qui a pris des notes impeccables du truc pour que Ouais. vous ayez ce qu'il y a. Et globalement, ce que tu as dit sur les limites d'une sphère, c'est que effectivement ça boucle sur elle-même, donc c'est ce que tu as vu chez toi. Ok, Oui, le fait que quand tu passes par un côté, tu reviens sur l'autre. Et en fait, dans ces sphères, il peut y en avoir deux types qui sont l'espace occupé ou l'espace ouvert. Quand c'est un espace occupé, c'est-à-dire que il y a des murs avant cette limite de boucle. Ok, donc Mhm. tu ne peux pas boucler dans le donjon parce que tu es entre 4 murs, tout simplement. Ouais, si tu pètes un mur, par contre, tu vas commencer à percer le mur qu'il y a derrière toi, quoi. Tu vas commencer à percer et revenir dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Et les espaces ouverts sont les espaces tout simplement où il n'y a pas de mur. Donc par exemple, tu es dans une plaine, et puis quand tu vas dans une direction de la plaine, tu reviens dans l'autre sens. Ou dans une putain de forêt où tu tournes Et de tu as accès à la jour. nuit. Exactement, par exemple. Voilà. C'est ça l'idée. C'est de la R&D. Ouais. Hop, le cours suivant, donc c'est recherche et développement, qui est situé donc dans une des salles de, tout simplement la grande salle de recherche et développement. Il y en a une principalement qui est utilisée, et il y a un petit plan qui vous donne la direction à suivre. Très bien, donc vous allez vous mettre en direction de la salle de recherche et développement, et vous allez arriver, malheureusement je n'ai pas d'image parce que j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais pour la salle de recherche et développement, qui est en fait une grande salle qui est en fait par strates. Il y a des espèces d'étages. Vous voyez qu'il y a 8 étages qui ont été faits, qui sont un peu des aplats comme des plateaux, on va dire. Et sur ça, il y a des dizaines et des dizaines de machines à chaque étage qui sont présentes. Des machines plus ou moins complexes que vous ne connaissez pas forcément l'utilité. Des fois, il y a des chaudrons, des fois, il y a des trucs qui ont l'air un peu plus technologiques, des fois, c'est des trucs juste pour découper du bois ou des trucs comme ça. Et il y a beaucoup d'ateliers sur lesquels vous pouvez fixer des trucs et travailler. Et ça fait très endroit où vous faites du bricolage. Il y a beaucoup de murs avec des grands casiers dans lesquels il y a beaucoup de tiroirs sur lesquels vous supposez il y a des matériaux qui ont été stockés. Tout simplement pour pouvoir faire le coup. Les élèves vont venir et commencer à s'installer. Et vous voyez qu'en fait la professeure était déjà présente dans la pièce et elle est en train de récupérer sur une échelle en fait un peu des matériaux. La prof, hop, ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, vous remarquez assez rapidement, parce que c'est un peu difficile à manquer, mais effectivement son corps a l'air d'être très mécanique. Ça fait très... ouais, elle a des engrenages et elle bouge d'une manière un peu particulière à chaque fois. Ce qui peut être un peu perturbant. Vous allez très vite vous asseoir à des établis, il y a des petites places à prendre un peu partout. Et elle va un petit peu descendre. Bien le bonjour pour ce premier cours de recherche et développement. Je vais commencer par une petite présentation de moi-même, histoire de faire connaissance avec vous. Je m'appelle Capucine Bardin. Je travaille à la recherche et développement et également en tant que chercheuse en dehors des cours. J'ai travaillé sur pas mal de matériaux altérés et beaucoup de nouvelles propriétés. J'ai préféré mettre un peu ma carrière de côté pour me consacrer sur un travail qui laisse un peu plus de contact un peu plus de place au contact humain, on va dire. La recherche est un milieu un peu isolé et j'ai préféré eh bien transmettre ce savoir que je trouvais plus important. Je continue toujours, bien entendu, de faire des recherches et de créer derrière. Mon travail est une véritable passion pour moi. Pour un petit peu le cours, je vais faire, je pense, un peu le tour de vos connaissances pour savoir ce que vous savez un petit peu déjà et pour voir l'état de ce que je dois vous apporter et préparer mes cours en fonction. Ça va être assez informel, vous allez voir, ça va être relativement tranquillement que ça va se faire. Alors, tout d'abord, j'ai tous vos noms, c'est pas la peine de me les donner, j'ai étudié le trombinoscope avant. Vous en faites pas. Est-ce que vous savez ce qu'est le principe de matériaux altérés et de matériaux éveillés? Ou pas du tout? Et puis il y a sûrement dû en parler, mais je m'en souviens plus. Moi, partie Pas de ce du principe-là. Non. Ok. Bien. C'est pas grave, vous en faites pas, c'est le premier cours, on va voir ça ensemble. Donc tout simplement, quand nous parlons de matériaux altérés, nous entendons tout ce qui est matériaux qui ont été touchés par du mana. Ça peut être du simple bois, à partir du moment où du mana se déplace à l'intérieur, eh bien c'est un matériau dit altéré. Vous voyez ça tout simplement comme quelque chose de marqué, un peu comme nous le sommes. Les matériaux éveillés, eux, sont un peu plus particuliers. Ce sont des matériaux qui présentent des capacités magiques absolument exceptionnelles et qui sont, eh bien, tout simplement, comme dit, hors normes. C'est ce qu'il arrive lorsque vous recevez l'éveil, c'est un peu la même chose.
par exemple, les fleurs d'ambroisie que vous avez récoltées durant le concours d'entrée, eh bien, sont typiquement un matériau éveillé. Je vais vous présenter quelques matériaux qui sont présents et que nous avons utilisés en cours. Tâchez de suivre un peu. S'il y a des questions, vous m'interrompez et je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. On est là pour apprendre, de toute façon. Je vais pas vous faire un cours formel sur les différents matériaux qu'il y a, ok, parce qu'après un cours comme ce que je viens de vous faire dans les dents, c'est juste indigeste sinon. Voilà. Je vais vous épargner ça, moi, en tant que MJ. Le seul truc qu'il y a qui va se passer, c'est que tout simplement, elle va vous présenter plein de matériaux différents qu'elle va vous faire passer, donc vous allez pouvoir avoir un contact avec, voir un petit peu quelle est la matière et tout ça. Elle va vous expliquer vite fait quelles sont les propriétés, des exemples typiques de comment les utiliser. Elle vous présente vite fait 2-3 petites machines qu'il y a de présentes, donc certaines qui sont des machines de compression du mana qui servent notamment à faire les potions de mana, des ateliers, les scies circulaires, les trucs comme ça, comment les manier pour pas faire de bêtises et se couper un doigt, et ce genre de choses. Étant donné En que fait, c'est un cours les... de... C'est un cours de C'est techno, techno. mais en version... Complètement. ouais. 2 heures de techno. Voilà. Le prof, contrairement à celui que vous avez eu avant, Capucine est beaucoup plus à répondre à vos questions et beaucoup plus sympathique. Vous l'apercevez qu'il peut sourire dans le cours, par exemple, quoi, contrairement au prof d'avant. Si vous faites rien de particulier, le cours va se passer. Et on va passer à la suite. C'est à vous de me dire si vous faites un truc en particulier. Non, non. Je claque pas d'effort. Ok. Le cours va donc se passer, vous allez arriver à la pause de midi tranquillement. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pendant la pause de midi? Allez manger. Je pense que manger, c'est une bonne base, ouais. Ok, vous allez manger, Tactique, bon, c'est ça bien. vous prendra pas tout le midi. Enfin, tout. Donc toi, tu manges tranquille, ok. Vous décompressez, faut rigoler. Ok, vous rigolez un petit peu, vous vous détendez, je suppose que vous allez faire 2-3 petites activités. Ouais. Ouais. Vous allez jouer un petit peu, peut-être, je sais pas, Oui, billard, Smash Bros. baby-foot, un truc comme ça, voilà, ou un peu de Ah Smash bah Bros, tiens, il y genre, avait peut-être, Arthur là, je vais voir Arthur pour son fameux Smash Pro. Smash Bros, je vais te montrer un petit peu. Je vais aller m'entraîner moi de mon côté. Smash Bros. Il va se smasher De quoi avec Arthur. J'ai dit je vais aller m'entraîner de mon côté moi du coup. Bah attends, je viendrai sur toi après. Ce qui va se passer, c'est globalement, tu te prends la branlée par tout le monde à Smash Bros. T'es extrêmement mauvais. Hein. Les jeux vidéo, tu sais pas du tout comment ça fonctionne. T'as beaucoup de mal. Et il faudra du temps pour prendre le pli. Mais Toujours la quoi manette à l'envers. Pendant ce temps, Matt, oui. De ton côté, toi, tu t'entraînes. Tu fais quoi comme entraînement? Entraînement en combat comme d'hab. Donc tu t'entraînes avec un mannequin. Tac, tac, tac. Toujours. C'est ça? Je vais peut-être lui demander si je peux venir avec lui pour une fois. Ok. Eh ben Ça viens. me ferait pas de mal. Eh ben viens, eh ben. Tu t'entraînes un peu. Ça, allez. Ça fait un gâteau, c'est ça? Bah tant qu'à faire du coup Bah. j'imagine, ouais hein. Ok, ok. Ok Master. Je fais un tour de table rapide. Donc Frieden, t'as fait une action, Matsui aussi. Ginette. Bon, moi, je regarde les deux autres jouer à Smash Bros et je joue avec eux. Mais... Je Ok, claque rien. avec Smash Bros. Ouais. La pause de midi va se passer, vous avez un petit peu rigolé, vous êtes un petit peu détendu.